Bonsoir, je commence par la situation à l'international pour cette épidémie de coronavirus Covid-19. Ce soir, nous avons plus de 89 000 cas, dont 80 000 en Chine et 9 000 hors de Chine. Donc désormais, 10% des cas sont hors de Chine. Il y a une vitesse 9 fois supérieure de l'épidémie en dehors de Chine par rapport à la cinétique chinoise. Il y a 45 000 personnes guéries, plus de 65 pays touchés. Juste derrière la province chinoise du Hubei se situe la Corée du Sud avec 4 335 cas. En Europe, le pays le plus touché est l'Italie avec plus de 2000 cas. L'Allemagne signale aujourd'hui 158 cas. En Iran, 978 cas. Au Japon, 256 cas. En ce qui concerne la mortalité, 3048 décès ont été signalés, dont 2803 dans la province du Hubei. À l'extérieur de la Chine, les trois pays les plus touchés sont l'Iran, avec 54 décès, l'Italie, avec 52 décès, et la Corée du Sud. En France, nous sommes au stade 2, avec un objectif très clair qui est celui de freiner la propagation du virus sur le territoire national. En termes de bilan, ce jour, à 16 heures, nous avons, selon Santé publique France, 191 cas confirmés, soit 61 cas de plus. Il y a aussi 3 décès, le touriste chinois âgé qui est décédé à Paris, l'enseignant de l'Oise qui est aussi décédé à Paris, et une femme de 89 ans qui a été testée en post-mortem à l'hôpital de Compiègne. Parmi les cas confirmés et isolés, 107 cas font partie d'une chaîne de transmission ou d'un cas groupé, 38 proviennent de zones à l'étranger où circule le virus, et au moins 42 sont en cours d'investigation puisqu'ils ont été rapportés dans la journée. 12 régions ont rapporté des cas, 5 régions ont plus de 10 cas. Un premier établissement d'unité de longue durée est touché à Crépy-en-Valois. Un nouveau regroupement de cas géographiques est signalé, vous le savez, dans 3 communes de Bretagne, dans le Morbihan, à Auray, Crac et Carnac. Ce bilan est donc lié à un important regroupement de cas dans l'Oise, à la suite de l'investigation de 2 cas initiaux, puisqu'aujourd'hui, ce regroupement fait 64 cas confirmés au total, dans 7 régions, puisque les cas peuvent être retrouvés ailleurs. L'investigation se poursuit. Nous avons un autre regroupement de cas en Haute-Savoie, à La Balme, près d'Annecy, qui est désormais constitué de 19 cas confirmés. Et enfin, nous avons ce voyage organisé à l'origine de 11 cas, avec une alerte donnée par le test systématique d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë chez des personnes en réanimation. Il y a toujours 5 cas confirmés en région Grand Est, et donc pour 75% des cas ce soir, nous avons une explication et une chaîne de transmission. Dans le Morbihan, nous avons, je n'ai pas le détail parce qu'il y a plusieurs regroupements en cours d'analyse, mais il y a plus. 60 cas, c'est lié aux chaînes de transmission de l'Oise, qui peuvent se retrouver ailleurs, hein, et 19 cas sur le regroupement de cas de Haute-Savoie. Je n'ai pas les détails précis des 3 communes. Sur le stade 2, donc, qui est défini par de nombreux cas secondaires, de nombreux cas groupés ou regroupements de cas, et de nombreuses chaînes de transmission. Nous avons par ailleurs des cas détectés, comme vous le savez, dans certaines parties du territoire et pas dans d'autres. Nous avons cet objectif de freiner l'évolution, de ralentir la propagation du virus, de protéger les zones non ou peu touchées et donc de réduire les contacts et les mélanges de populations issues de zones non ou très touchées. Donc j'encourage les personnes qui souhaitent voyager à être très attentives aux zones où circule le virus et à suivre les conseils aux voyageurs, en particulier sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères, diplomatie.gouv.fr. C'est un site qui est actualisé très régulièrement. Au retour d'une zone où circule activement le virus, il convient d'être prudent, de respecter des conseils de réduction de vie sociale. On ne va pas voir les personnes malades, on ne va pas voir les personnes fragiles, on ne va pas voir les personnes âgées. On est en autosurveillance 2 fois par jour, donc sa température, l'apparition de fièvre, de signes cliniques, de toux, de signes de rhume ou de douleurs musculaires. Et donc, on privilégie le télétravail. On n'a plus besoin de porter de masque. Les enfants peuvent aller en classe, mais là aussi, on est sur une stratégie de réduction de vie sociale. On évite les contacts dans des zones très
très peuplées. Donc, par exemple, on ne va pas dans une salle de spectacle ou dans une boîte de nuit, et on évite évidemment, et ça je le redis, quand on est à risque, le contact avec des personnes fragiles, donc des personnes âgées, des personnes qui ont des pathologies chroniques lourdes, qui sont immunodéprimées par exemple, qui ont un traitement de chimiothérapie ou un traitement qui les fragilise. Sur le territoire national, compte tenu du fait que, comme je vous l'ai déjà dit, il y a une situation très hétérogène, une espèce de mosaïque du territoire en fonction de la présence ou non du virus, nous recommandons vraiment à toutes et tous de respecter les consignes nationales, d'une part, mais aussi les consignes spécifiques qui peuvent venir du département, du préfet par exemple, ou de votre maire. Notre priorité est claire, elle doit aller aux mesures mises en place autour des malades pour les protéger et des soignants exposés là aussi pour les protéger. Et donc ce sont des mesures qui ne sont plus adaptées aux frontières nationales, mais bien qui s'adaptent à la situation sur le territoire. Pour les malades, en lien avec leurs équipes soignantes, elles doivent porter un masque et appliquer des mesures d'hygiène régulières et répétées. Ça, on l'a déjà dit, mais c'est important, c'est une barrière efficace contre la propagation et contre le risque de contracter le virus. Et pour les personnels soignants, du secours ou du soin, en contact direct avec un malade, on encourage évidemment le port du masque chirurgical couplé à la protection portée par les malades, donc au masque porté par les malades. Ça permet de limiter la diffusion du virus. Les personnels soignants en milieu hospitalier en particulier, et surtout ceux qui sont exposés à des soins de projection, à des soins d'actes qui entraînent des projections de postillons en particulier ou de gouttelettes, il est recommandé de porter un masque protecteur de type FFP2. Et pour l'ensemble de la population doit appliquer des mesures d'hygiène que je répète régulièrement, mais qu'on ne répète jamais assez, qui constituent une barrière efficace contre la propagation et le risque de contracter ce virus. Le lavage régulier des mains, à l'eau ou au savon ou avec des solutions hydroalcooliques, très régulièrement. On l'a dit vraiment à chaque fois que c'est nécessaire, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un ou qu'on a touché des surfaces potentiellement contaminées, il faut avoir ce réflexe de tousser ou d'éternuer dans son coude, d'utiliser des mouchoirs à usage unique, ce qui veut bien dire unique, donc on les jette. On ne se serre plus les mains, on appelle évidemment le 15 en cas de symptômes évocateurs d'infection, et on ne porte un masque qu'en cas de maladie. Donc aujourd'hui, ils doivent porter des masques ceux qui sont malades, ceux qui ont une indication de porter un masque parce qu'on leur a dit qu'ils étaient cas contact à haut risque d'un cas confirmé, et les personnels soignants en particulier, qui sont exposés à un cas confirmé. Des solutions hydroalcooliques ou des espaces permettant de se laver les mains sont de plus en plus mis à disposition dans les établissements accueillant du public, et donc ce sont des bonnes pratiques que l'on souhaite encourager. Dans ce stade 2, où le virus commence à circuler sur le territoire national, de retour d'une zone à risque, je vous rappelle donc les mesures de distanciation sociale et d'autosurveillance. Malgré le caractère émergent de ce virus, de ce nouveau virus, vous savez que l'État et les services de santé sont entièrement mobilisés pour faire face à cette situation évolutive. Et aujourd'hui, la situation et les conditions actuelles ne sont pas compatibles avec un droit de retrait. Hors des foyers identifiés, il est recommandé de ne pas modifier ses habitudes et donc de poursuivre une vie normale. Les transports en commun en particulier fonctionnent normalement. Vous l'avez vu, le virus ne circule pas de façon homogène sur le territoire. Certaines communes ou certains départements sont touchés, d'autres pas du tout. Il y a une diversité de cas et de modes de diffusion de ce virus. Il n'y a donc pas d'annulation systématique des événements, mais une appréciation au niveau local, en fonction du contexte et des données territoriales. Une indication précise a été donnée aux collectivités afin qu'elles aient un regard particulier, vous le savez, pour tout événement public réunissant dans un espace confiné plus de 5000 personnes, ça c'est clair. Les décisions d'annulation sont donc prises au niveau local par les organisateurs en lien avec les préfets et les maires. Les mesures applicables au sein des zones de circulation active du virus, vous les connaissez, c'est le cas par exemple dans l'Oise, c'est l'annulation de tous les événements publics, la fermeture des établissements scolaires, des communes particulièrement touchées, qui sont associées à une démarche d'évaluation épidémiologique pour identifier davantage qui sont les personnes à tester, qui sont les personnes qui ont été contacts, et donc d'adapter au fil des jours les mesures de fermeture. Il est incité, on demande aux habitants de recourir plutôt au télétravail et d'éviter de circuler dans des lieux où ils n'ont pas de raison d'aller ou de fréquenter des personnes fragiles ou de fréquenter des lieux de rassemblement importants en dehors de la zone. Mais ces points relèvent vraiment
de la responsabilité du citoyen face à la propagation du virus. Je voudrais en terminer par un rappel que je fais chaque jour. Donc le numéro 15, le centre 15, est vraiment réservé aux indications médicales pour une personne qui a une vraie question de suspicion d'infection en particulier ou pour une autre urgence médicale. Et pour tout le reste, pour toutes les autres questions qui sont nombreuses, il y a la page d'information du gouvernement et il y a aussi le numéro vert, le 0800 130 000, qui est ouvert 24 heures sur 24. Je vous remercie. Bonsoir, Carole Guyon, France 2. J'ai 2 questions. D'abord, pourquoi et comment a été décidé le seuil de 5000 personnes pour interdire les rassemblements? Alors, c'est évidemment des seuils qui peuvent varier selon un certain nombre de pays, mais en France, on a un seuil qui est assez classique, qui est 5000, ça s'appelle un grand événement. C'est à partir de ce seuil de 5000 qu'il y a des obligations de déclaration, d'accord du préfet, d'accord des autorités. Donc on a décidé que c'était un seuil qui nous paraissait raisonnable puisqu'il est déclaré. Les seuils en dessous, il n'y a pas de déclaration, donc vous pouvez ne pas savoir que des personnes rassemblent quelques centaines d'amis, et donc ça nous paraissait raisonnable, d'une part pour éviter les trop grands rassemblements, et d'autre part pour ne pas gêner non plus la vie normale de certaines communes, de certains territoires. J'en profite d'ailleurs pour signaler quelque chose d'important, qui est d'importance vitale. Il faut qu'on l'on poursuive, et j'en appelle un peu aux donneurs, il faut que l'on poursuive les activités de collecte de sang. Vous savez, quand vous allez donner votre sang, ce n'est pas un rassemblement de centaines de personnes, malheureusement, j'allais dire. Les donneurs sont très motivés, mais donc il faut qu'ils puissent continuer à donner leur sang. Donc en dehors de rares communes où il y a un foyer important de virus, le reste des donneurs en France doit continuer à donner parce qu'ils le donnent de façon très solidaire, et nous avons évidemment besoin de ces produits sanguins labiles de façon régulière. Donc j'encourage les donneurs français à continuer à rejoindre les sites de collecte. Et toujours à propos de ces rassemblements, pourquoi interdire, par exemple dans l'Oise, un marché en plein air et pas le supermarché juste à côté qui reste ouvert, ou interdire le marathon de Paris et pas un match de foot, par exemple? Alors, pour le marathon de Paris et le match de foot, la réponse est assez logique. C'est une réponse rationnelle, scientifique. Tout ce qui, c'est pas une question de confiner ou pas confiner, c'est une question de proximité. Pour ceux qui font le marathon, vous savez que vous êtes dans un sas de départ où les gens sont extrêmement serrés, et c'est la même chose à l'arrivée. Par contre, la course se passe très bien et vous n'avez pas de contact particulier avec les autres coureurs. Il y a cette première notion qu'il y a beaucoup de monde très serré pendant longtemps. Vous attendez souvent plus d'1 heure dans le sas de départ, et vous avez des personnes qui viennent de zones très différentes, donc c'est un facteur quand même d'appréciation. Grand nombre, promiscuité, proximité entre les gens et origine de zones très différentes, donc c'est un facteur qui nous a fait annuler cette course. À l'inverse, dans un match de foot, mais ça peut évidemment changer parce que tous les critères sont analysés à chaque fois, on tient compte de l'origine des spectateurs, de la possibilité ou non d'avoir des mouvements de foule, des proximités entre les personnes, ce qui n'est en général pas le cas dans un match, c'est-à-dire que les gens arrivent de façon assez ordonnée et ils sont positionnés dans des endroits assis où il n'y a pas de grande proximité entre les personnes. On n'est pas dans une boîte de nuit ou dans un espace très confiné. Donc on tient compte de tout ça parce qu'on veut quand même garder une vie normale sur les territoires. Et par contre, vous l'avez noté, dans les lieux où il y a beaucoup de circulation virale et des communes particulièrement touchées, on peut annuler des événements. Après, la situation particulière que vous avez citée, je pense qu'il faudrait demander au préfet les motivations de sa décision. Bonjour, Aurélie Franc de l'agence de presse médicale. J'ai 2 questions. Les premières, c'est la personne, donc la nouvelle personne décédée de 89 ans. Elle est décédée de quoi? Est-ce que c'est du coronavirus? Et il y a eu un moment donné, il y a eu 2 décès, puis finalement 1. Est-ce que vous pouvez, dans la journée, il y a eu des doutes sur... Oui, je crois qu'il y a eu des informations erronées qui ont circulé. En fait, vous savez que, outre le fait on demande de tester toutes les pneumonies graves d'allure virale et tous les syndromes de détresse respiratoire aiguë, certains se posent des questions après un décès sur une infection sévère, et donc c'est exactement dans cette procédure-là qu'on s'est situé à Compiègne, pour une personne qui, je crois, n'était pas rentrée pour ça. C'est-à-dire qu'il y avait un autre motif d'hospitalisation, ensuite il y a eu un épisode d'infection respiratoire, et quand la personne est décédée, ils se sont demandé si ce n'était pas un cas d'infection à coronavirus, et donc ça a été un test tardif dont nous avons eu les résultats hier soir. Donc c'est pour ça que je partage ce décès lié à, parce qu'on ne sait pas si la personne est décédée par le virus ou si elle était simplement porteuse du virus, qui est un sujet différent. Mais donc, comme on signale l'ensemble des décès, on garde
cette rigueur dans la déclaration des décès. En plus, c'est quand même quelque chose, c'est un événement qui est potentiellement douloureux pour les familles qui sont évidemment informées avant. Et donc moi, je tiens à ce qu'on garde un circuit officiel, c'est-à-dire que ce soit uniquement l'Agence régionale de santé qui confirme un décès pour ne pas avoir un trouble dans les équipes soignantes ou dans les familles concernées sur une annonce erronée de décès liée ou pas au coronavirus. Et bien sûr, le soir, au point presse, je vous ferai des données consolidées si des décès devaient survenir. Et deuxième question, les médecins libéraux, sur les questions des masques FFP2, il y a eu plusieurs syndicats de médecins libéraux qui ont expliqué qu'ils n'avaient pas accès à ces masques-là en ville. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez actuellement ? Alors, comme vous le savez, on l'a annoncé, on a une commande en cours de masques P2, mais il y a des stocks stratégiques de masques chirurgicaux qui ont été, à la demande du ministre Olivier Véran, déstockés. Et donc, dès ce soir, ces stocks arrivent dans les pharmacies d'officine, en priorité dans les départements les plus touchés. C'est le cas de l'Oise, c'est le cas du Morbihan, de la Savoie, de la Haute-Savoie, et ça sera le cas dans les 24 prochaines heures. Ensuite, d'ici la fin de la semaine, tous les départements recevront des masques chirurgicaux pour que les professionnels de santé puissent récupérer ces masques, d'une part pour en équiper une personne malade qui se présenterait et qui aurait des symptômes d'infection respiratoire, d'autre part pour se protéger. Et il est quand même admis que mettre un masque à un patient qui est symptomatique et qui potentiellement tousse et porter un masque constitue déjà 2 barrières physiques importantes, surtout pour une transmission de type gouttelette, même si cette transmission, comme vous le savez, elle se passe certes par les postillons, mais surtout beaucoup par les mains. Bonjour, Simon Rosé, Radio France Internationale. Il y a eu le cas d'un Français aujourd'hui à Dakar au Sénégal. Est-ce que vous avez des informations sur comment il a attrapé le virus? Non, alors vous savez qu'il y a beaucoup de Français qui voyagent, donc de temps en temps on a des signalements de Français qui sont éventuellement testés positifs à l'extérieur. Alors il y a une relation épidémiologique qui est faite parce qu'on peut avoir un Français qui est détecté à l'extérieur de France et donc qui potentiellement vient d'un endroit de France qui nécessite d'être investigué. Mais par principe, c'est des caractéristiques internationales. Les personnes qui comptent les cas sont les personnes où le cas est diagnostiqué. Sinon, on va se retrouver avec des doubles comptes. Et donc, c'est le cas, par exemple, je vous avais cité des 3 Français qui étaient positifs en sortant du Diamond Princess. Et donc, on ne compte pas dans les cas en France, puisque ce sont certes des Français, mais qu'ils ont été diagnostiqués au Japon. Ça rentre dans les statistiques du Japon qui, comme vous l'avez vu, regroupe l'ensemble des cas du paquebot de croisière. Alors, c'est ça qu'il faut regarder à chaque fois, parce qu'il y a des gens qui voyagent et qui font des parcours multi-pays. Donc, à chaque fois, il y a des autorités sanitaires locales reconstituent le parcours des cas. On voit que, d'ailleurs, c'est dans tous les sens, des Français qui reviennent positifs de zones extérieures et des Français qui sont éventuellement testés positifs hors de France. Est-ce qu'on peut avoir sur les 191 cas un détail sur les cas graves? Est-ce qu'on reste sur 12 guérisons par rapport à hier ou est-ce qu'il y a une évolution? Et enfin, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnels hospitaliers qui sont soumis à la quarantaine? Est-ce qu'il y a des services qui sont susceptibles d'être empêchés dans leur mission? Alors, je n'ai pas le détail de cas graves aujourd'hui. Je vous avais cité le nombre de 9 hier. Sur l'évolution des guéris, on va avoir un tout petit peu de retard, puisque, comme vous le savez, il faut encore avoir ce critère de guérison clinique d'une part et de guérison virologique d'autre part, même si ce critère pourra évoluer dans le temps, puisqu'on était sur une pratique quand même très très stricte. Donc là aussi, on va adapter nos pratiques avec les cliniciens. À ma connaissance, non, mais je vous donnerai des détails. On a beaucoup de cas qui sont arrivés vraiment dans la dernière heure. Oui, oui. Je ne peux pas vous donner d'éléments. On essaiera d'avoir des éléments très précis de l'évolution d'une part des cas graves et de la situation ou pas de nouveaux cas qui seraient en réanimation. Et vous m'avez demandé enfin sur les personnes hospitaliers. Alors, il se trouve qu'on a aujourd'hui, vous savez, une doctrine qui a été validée par le Haut Conseil de santé publique. On analyse les choses de la façon suivante. Quand vous êtes à l'hôpital, aujourd'hui, et grâce à la mobilisation des professionnels de santé hospitaliers, il y a une bonne pratique qui est vraiment de plus en plus à encourager, qui est que toute personne qui tousse, qui arrive à l'hôpital pour quelque raison que ce soit, on lui demande de porter un masque. C'est déjà une bonne pratique que je rappelle, mais qui est vraiment très importante. Ensuite, les professionnels de santé qui ont une suspicion de Covid-19 mettent en place des mesures barrières, des protections de type air et contact, qui sont très classiques à l'hôpital, où on met une surblouse, un masque, et lavage des mains renforcé, gants si nécessaire, lunettes si soin avec projection. Donc ça, c'est très connu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les cas qui sont détectés à l'hôpital se font de plus en plus avec des soignants qui sont protégés. Si ce n'est pas le cas,
il y a une évaluation du niveau de risque et on demande, et c'est une analyse bénéfice-risque qui a été faite par le Haut Conseil de santé publique, aux personnes qui n'ont pas de symptômes de rester travailler en autosurveillance renforcée 2 fois par jour avec un masque pour éviter toute projection, masque chirurgical. Et donc, on les met en priorité en test si par hasard elles présentent le moindre symptôme. Donc, ça permet effectivement de ne pas totalement désorganiser les soins mi-hospitaliers avec des personnes qui sont asymptomatiques. Donc, il y a un avis qui a été publié sur le site du Haut Conseil. Sophie Becherel de France Inter. J'insiste, le service d'infectiologie de l'hôpital d'Annecy se dit quand même à la limite de charge. Est-ce que vous avez des informations là-dessus ? J'ai une autre question sur combien de tests ont été pratiqués depuis le début de l'épidémie. Et une dernière sur est-ce qu'il existe un protocole très précis pour soigner les gens, et notamment la proposition de Didier Raoult de donner 500 mg de chloroquine pendant 10 jours fait-elle partie de ce protocole ? Alors, sur l'hôpital d'Annecy, c'est un hôpital de première ligne et c'est un hôpital qui est situé, comme vous l'avez noté, à proximité d'un gros regroupement de cas. Donc, il y a un effet d'hospitalisation systématique de tous les cas du regroupement de la Balme. Donc, c'est effectivement l'hôpital d'Annecy qui est en première ligne. Mais il n'y a pas de saturation dans le sens où il y a plusieurs hôpitaux tout autour qui ne sont pas saturés. Il y a Chambéry, il y a Lyon, il y a Grenoble, il y a Saint-Étienne. Enfin, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont en capacité d'accueillir des malades et ce n'est pas la situation qui nous est rapportée. Mais c'est vrai que l'hôpital qui est devant le regroupement de cas est celui qui récupère les malades et c'est un peu normal à ce moment-là qu'il y ait une activité importante sur site. Je n'ai pas de total des cas testés, pour la raison qu'il y a de plus en plus de tests et que donc, comme tous les laboratoires maintenant, des sites, quand ils commencent à faire des tests, on a de plus en plus de sites qui font des tests, donc on n'a pas de remontée quotidienne du nombre de tests pratiqués, mais si j'ai cette information, je la partagerai avec vous. Dernier point sur les protocoles. Il y a énormément de protocoles disponibles en France puisqu'on a encouragé la recherche clinique. On a un dispositif, vous savez, de consortium d'acteurs de recherche qui s'appelle Reacting, qui associe tous les acteurs de la recherche sur les émergences, que ce soit des épidémiologistes, des modélisateurs, des cliniciens. Et donc, plusieurs protocoles thérapeutiques sont soumis à approbation. On a demandé une approbation urgente des CPP, donc des comités de protection des personnes. Et donc, il est possible en France pour des cliniciens de faire inclure leurs patients dans les protocoles, que ce soit des antiviraux, des antirétroviraux, voire pourquoi pas la chloroquine qui, comme vous le savez, n'a pas démontré d'efficacité puisqu'on a très peu de données cliniques. La seule chose qu'on ait, c'est une ligne dans un article chinois disant que ça a l'air de marcher. Je pense qu'il faut quand même un tout petit peu plus de rigueur scientifique. Mais le professeur Raoult en particulier, qui a proposé cette option, et qui est tout à fait intéressante, va probablement mettre en place un protocole de recherche pour justement le proposer aux patients qui souhaiteraient être inclus. Si, c'est exactement ça. C'est un protocole qui est proposé aux patients, c'est un essai. Parce qu'en fait, on a besoin d'une part d'une certaine rigueur scientifique pour démontrer que c'est efficace. Si c'est efficace, on a vraiment intérêt à le démontrer et à le publier. Et si ce n'est pas efficace, de démontrer qu'il n'y a pas de différence avec un placebo, par exemple, ou une autre molécule qu'on testerait. Donc on a vraiment besoin d'avoir une indication clinique, biologique et radiologique d'évolution sous ce traitement. De ce que vous nous dites de la patiente décédée, est-ce qu'on comprend qu'elle a été contaminée à l'hôpital de Compiègne ? Non. C'est pas, a priori, ce n'est pas ce qu'on suspecte, mais par contre, c'est quelqu'un qui avait à la fois, à plus de 80 ans, d'autres pathologies, et donc je ne sais pas si elle est décédée de ça. La question est de savoir si l'infection qu'elle avait à l'arrivée était juste découverte finalement tardivement, ou si c'est cette infection qui a entraîné l'hospitalisation. Ça va être compliqué de le prouver, mais à partir du moment où elle était positive à la fin de sa vie et qu'elle est décédée, on considère que le virus est impliqué dans son décès. Par ailleurs, il se dit que le gouvernement pourrait réquisitionner les fabricants ou distributeurs de masques dans les prochains jours pour qu'ils se concentrent uniquement sur la fourniture de masques à l'État français. Vous confirmez ? C'est à l'étude. Nous avons vraiment besoin, et vous l'avez noté, d'assurer la protection de nos malades et des professionnels de santé, dont toutes les mesures seront prises pour qu'on ait accès aux capacités de production de masques sur le territoire en particulier. Est-ce que vous pourriez simplement rappeler la géographie de ces 191 cas et plus précisément sur les 60 nouveaux ? Alors, ça n'a pas beaucoup de sens pour la raison suivante, c'est que vous êtes hospitalisé à l'endroit où on fait le diagnostic, mais pas forcément à l'endroit où vous avez acquis le cas. Je vous donne un exemple. On retrouve aujourd'hui des cas sur l'ensemble du territoire, en Bretagne, dans le sud, je crois même
hors du territoire, si je me souviens bien, pour les 3 cas de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ce sont des gens qui ont certes été diagnostiqués sur place, mais qui ont voyagé. Donc, finalement, le fait d'être diagnostiqué dans un hôpital ne veut pas dire que vous avez acquis ce cas là où vous êtes hospitalisé. Je vous donne un exemple très concret. Le regroupement de cas de la Balme, tous les habitants de la Balme sont hospitalisés à Annecy. Ce qui ne veut pas dire que le virus circule à Annecy, les gens sont hospitalisés à Annecy. Voilà, donc on va essayer de préciser les cartes et où sont les cas, mais finalement, il ne faut pas que nos concitoyens imaginent que parce que les gens sont hospitalisés à Annecy, le virus circule à Annecy, parce qu'effectivement, ça fait quand même beaucoup de cas au même endroit, dans le même hôpital, parce que c'est l'hôpital de référence. Du coup, est-ce qu'on peut refaire tout de même une géographie des cas, des hospitalisations en tout cas, sans pour autant que ce soit lié à... On pourra essayer de le faire, mais sur les 138 établissements, ça va devenir compliqué de suivre chaque jour où sont les malades. Mais on va essayer d'améliorer nos outils cartographiques. Ok. Bonsoir, Marie Chantré pour TF1 LCI. Juste, pardonnez-moi si la question vous a sans doute été posée, mais on est à 191 cas ce soir, stade 2. Qu'est-ce qui ferait passer au stade 3 de l'épidémie? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce principe? Et par ailleurs, on a des remontées sur le terrain dans les pharmacies où les prix des masques ont parfois été multipliés par 5, 6, voire 10 au niveau des tarifs. Qu'est-ce que vous dites à ces professionnels de santé? Est-ce que vous demandez une régulation? Sur la partie épidémie, je rappelle effectivement la différence. Ça peut paraître ténu et pas forcément évident, mais quand on est en phase 2, comme ce soir, on a de nombreux cas secondaires, une personne qui est malade et qui contamine son entourage. On a des regroupements de cas, c'est le cas actuellement dans le Morbihan ou à la Balme. On a des chaînes de transmission, donc on voit bien que la personne a contaminé une deuxième personne, puis une troisième par la deuxième, et des cas détectés encore en grand nombre, issus de zones où circule le virus quand les gens reviennent de voyage. Et donc l'épidémie se traduit de façon très différente dans le sens où là, il y a de la transmission soutenue partout. C'est-à-dire qu'on vous dit, dans la Drôme, tous les médecins généralistes voient des cas, c'est la même chose à Marseille. Enfin, vous voyez, donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que dans certaines zones du territoire, dans certains départements, voire dans certaines communes, il n'y a pas de transmission active du virus. Vous voyez que c'est la notion de diffusion générale sur le territoire qu'on n'a pas encore aujourd'hui, mais on voit bien que la situation est très évolutive. Actuellement, sur les histoires de masques, je vous rappelle quand même que nous sommes sur des stocks stratégiques de l'État. Donc c'est l'État qui met à disposition les masques qui sont déjà arrivés ce soir dans l'Oise et qui vont être dans les 24 prochaines heures dans les départements les plus touchés. Ce sont des stocks stratégiques, donc on met à disposition des officines. Et donc c'est un peu dommage de profiter de l'épidémie pour avoir des augmentations de tarifs. Et donc là aussi, notamment pour les solutions hydroalcooliques, on encourage nos concitoyens à être raisonnables. Je crois que certains ont fait des réserves considérables. Et ça entraîne des tensions sur les approvisionnements qui ne sont pas des ruptures, mais qui sont que finalement, si tout le monde vient chercher des flacons en même temps, il n'y a plus de flacons disponibles. Donc là encore, il y a des productions possibles sur le territoire national. Il y a des outils d'alternatives aux solutions hydroalcooliques qui sont tout simplement le savon qui est extrêmement efficace. Donc il n'y a pas d'efficacité supérieure dans l'usage courant de prendre une solution hydroalcoolique versus de se savonner attentivement les mains et longuement les mains au savon. Donc voilà, il faut que les gens restent raisonnables, on se lave les mains régulièrement, on prend des habitudes un peu différentes en se saluant plutôt qu'en se serrant les mains, on jette ses mouchoirs, et déjà ça, c'est une barrière importante vis-à-vis du risque de transmission par les mains. Le CCNE a été saisi concernant la question des libertés individuelles. Dans quelle mesure ça peut être gênant pour lutter contre l'épidémie? Et pardonnez-moi une dernière question, parce qu'il y a beaucoup de secteurs économiques qui s'inquiètent de l'histoire des rassemblements et qui souhaiteraient que les autorités disent qu'en deçà de 5000, on peut maintenir une forme des réunions et des rassemblements. Est-ce qu'au niveau interministériel, quelque chose est en réflexion là-dessus? Alors, nous avons la chance d'avoir un comité national consultatif d'éthique qui est de très haute qualité, donc je ne doute pas qu'ils feront une analyse bénéfice-risque des mesures que vous avez citées. Donc, c'est un conseil, un comité qui s'est déjà attaché à émettre des mesures et à émettre des recommandations pour d'autres épidémies. Donc, il y a une vraie expérience, notamment pour Ebola ou pour la grippe H1N1. Donc, à la fois sur l'accès aux soins et sur les mesures qu'on prenait de confinement, il y a une vraie réflexion. Et
une vraie expertise de ce comité. Donc j'attends avec beaucoup d'intérêt leurs recommandations. Et voilà, donc on n'a pas de difficulté. Au contraire, c'est le ministre qui a saisi le CCNE. Je trouve que c'est une très bonne chose que d'avoir un avis des sages de ce pays sur la prise en charge. Alors sur les manifestations, je vous ai donné le rationnel scientifique. Il y a évidemment la notion de nombre, la notion de confinement, la notion de durée, la notion de proximité, la notion de mélange de personnes issues de zones où il y a beaucoup de virus et de zones où il n'y en a pas. Ça se comprend très bien. Il y a aussi un intérêt économique. Est-ce que cette manifestation est fondamentale ou est-ce que c'est une manifestation de loisirs que finalement on pourrait reporter de quelques mois? Et je pense que les gens comprennent très bien. Après, quand il y a des zones où ça circule très fortement, je vous assure que les parents ne sont pas enclins à se dire qu'on va aller dans un endroit où on va être confiné à des centaines alors qu'il y a beaucoup de malades. Et donc ça se comprend très bien. Et je pense que c'est même une demande de nos concitoyens que de ne pas organiser des grands rassemblements. Je pense à des personnes que vous inviteriez dans une zone où il y a beaucoup de cas qui ne seraient pas très intéressés à s'y rendre. Et inversement, les personnes malades qui sont dans la zone n'ont pas non plus envie de se rendre dans un lieu de grand rassemblement. C'est plutôt des mesures de bon sens. Et je crois que les Français ont beaucoup de bon sens et qu'ils ont compris pourquoi il ne fallait pas se rassembler dans des endroits très confinés où on est vraiment en contact étroit, en plein milieu d'une diffusion virale. Donc c'est probablement plus de l'acceptation sociale de mesures qu'on prend pendant quelques semaines pour réduire les risques de dissémination. Mais c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que ça pourrait arriver. C'est-à-dire que si dans pleine zone épidémique, vous faites un match de foot, il est possible qu'on annule ce match de foot. Enfin, il y a aussi ce raisonnement individuel au cas par cas qui dépend de la situation. Et je pense que les autorités sont capables de prendre en local, avec l'avis du maire, l'avis du préfet, la meilleure décision entre ceux qui veulent que l'activité se poursuive et ceux qui disent que ce n'est pas une bonne idée et que ça n'a pas beaucoup de sens. C'est ce que je vous ai cité.